Mon patron m'a licencié pour sous-performance, alors que j'apportais 15,7 millions de dollars sur les 35 millions de chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous restructurons autour de jeunes talents, Blake. Tu es dehors, m'a expliqué Tyler, tout en me remettant mes papiers de licenciement. L'entreprise prend une nouvelle direction. J'ai souri, je l'ai remercié pour cette opportunité, et je suis parti. Le lendemain allait être amusant. Nous restructurons autour de jeunes talents. Blake, tu es dehors. Je m'appelle Blake Morrison, j'ai 44 ans. Tyler Brennan venait de licencier l'homme qui avait généré 15,7 millions de dollars sur les 35 millions de chiffres d'affaires annuels de Meridian Financial, à Phoenix, en Arizona. Il n'avait aucune idée, vraiment, de ce qu'il venait de déclencher. J'ai emballé 8 années de vie dans un simple carton, le mardi 12 décembre 2023, à 15h47. Précise. Des photos de famille, comme celle du championnat de la petite ligue. De Connor, le mug en céramique fait main par Lily, en classe d'art plastique. De 5e, et un dossier contenant les coordonnées de mes clients, que je gardais séparés de la base de données de l'entreprise. Une simple habitude, en réalité. Michelle Chen est passée devant mon poste de travail. Elle avait été mon assistante de direction pendant 6 ans, avant que Tyler ne la réaffecte, il y a 3 mois de cela. Son expression traduisait une confusion sincère. Tu as besoin d'aide pour ça? Tu changes de bureau? Quelque chose comme ça, ai-je répondu, ne voulant pas faire de scène. Dans l'ascenseur qui descendait du 18e étage, je me tenais à côté d'Harrison Wade, notre PDG. Il a fait un signe de tête, sans vraiment me voir, trop concentré sur son iPhone, probablement en train d'examiner les projections trimestrielles. Il n'avait aucune idée de ce que Tyler venait de faire, ni de ce que cela signifierait pour ses chiffres. Mais il le découvrirait bien assez tôt, d'ici la réunion du conseil d'administration de jeudi. J'ai conduit pour rentrer chez moi, en prenant l'I-10 vers Scottsdale, dans un silence complet. Pas d'appel, pas de radio, juste le paysage désertique, et mes propres pensées. Mon téléphone a vibré alors que je m'engageais dans l'allée. À 16h47. Lucas Grayson, le PDG de Grayson Logistique. Il m'envoyait un SMS concernant notre réservation pour le dîner de vendredi, chez Fleming, afin de discuter du renouvellement de leur contrat annuel, d'une valeur de 3,4 millions de dollars. Il ne savait pas encore. Personne ne savait. Si vous aimez les histoires de trahison professionnelle, et comment la véritable expertise peut vaincre la cupidité, ainsi que la stupidité des entreprises, cliquez sur le bouton j'aime. Et abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque jour, il y a de toutes nouvelles histoires, chacune plus intense que la précédente. La maison était vide. Sarah était à Denver pour 2 semaines, et dans sa sœur Lisa avec un nouveau-né difficile. C'était probablement pour le mieux, car j'avais besoin de calme, pour réfléchir mûrement à tout cela. Sur le comptoir de la cuisine, se trouvait une photo de notre voyage à Yellowstone l'été dernier. Celui que nous avions failli annuler parce que le contrat de Derek Martinez nécessitait des révisions d'urgence, un dimanche matin. J'avais choisi le travail, à l'époque. Mauvais choix. Je me suis versé 2 doigts de mes queuresses. Marc, et j'ai regardé les montagnes du désert qui viraient aux roses, sous le soleil couchant. 8 ans de semaine de 68 heures, a manqué le match de championnat de basket de Connor en mars, ou le récital de piano de Lily, il y a tout juste 2 semaines, où elle avait joué du Chopin. 8 ans à bâtir quelque chose que je croyais mien, pour découvrir, finalement, que cela appartenait au plan stratégique de quelqu'un d'autre. Permettez-moi de revenir en arrière, et de vous expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai rejoint Meridian lorsqu'elle s'appelait encore Southwest Capital Service, bien avant le changement de marque, et le luxueux bureau du 18e étage. Au centre-ville de Phoenix, offrant une vue imprenable sur Chasefield. Harrison
m'avait embauché lui-même, le 15 mars 2019, directement depuis Pinacle Financial, où j'atteignais 127% de mes objectifs depuis 3 ans, tout en étant systématiquement écarté des promotions à chaque cycle d'évaluation. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le marché de l'Arizona, m'avait dit Harrison lors de notre entretien. Quelqu'un en qui les clients ont confiance, quelqu'un qui peut grandir avec nous. Et durant les 4 premières années, il avait eu bien raison de me faire confiance. J'ai développé notre clientèle de manière méthodique, en passant de petites entreprises régionales à des comptes majeurs. J'ai prolongé les contrats de 1 an à des durées de 3 et de 5 ans, en prouvant une valeur constante. J'ai apporté Phoenix Manufacturing, soit $850 000 par an, lorsqu'ils ont quitté notre plus grand concurrent, en septembre 2020. J'ai ajouté Grayson Logistique en février 2021, alors que personne ne pensait que nous avions une chance face à Wells Fargo. J'ai commencé cette relation à 1,8 million, pour la porter à 3,4 millions de dollars par an. Sarah plaisantait souvent en disant que j'étais marié à mes clients plutôt qu'à elle. Encore un dîner de jeudi avec la famille Martinez, me demandait-elle chaque mois, connaissant déjà la réponse. Connor a un match à 19h. Les enfants se sont habitués à ce que je manque leurs événements. Papa travaille est devenu leur explication habituelle auprès de leurs amis et de leurs professeurs. Je leur avais promis que cela en vaudrait la peine, un jour. Ce jour n'est jamais venu. 3 promotions, 2 agrandissements de bureaux, et une récession plus tard, Meridian était passé d'une exploitation de 6,2 millions de dollars à une entreprise de 35 millions de dollars, comptant 47 employés. Mes comptes étaient responsables d'exactement 15,7 millions de dollars de ce chiffre d'affaires. Je le savais pertinemment, car je suivais chaque renouvellement de contrat personnellement, dans un tableur privé. Phoenix Manufacturing 850 000, Grayson Logistique 3,4 M, Summit Property 2,8 M, Verde Energy 1,9 M, Desert Holdings 1,3 M, Copper Ridge Industries 2,1 M. Plus 8 comptes plus petits totalisant 3,3 millions de dollars. Non pas que quiconque ait calculé le pourcentage exact, du moins, jusqu'à l'arrivée de Tyler, il y a 6 mois et 2 semaines de cela. Tyler Brennan est arrivé le 3 juin 2023, en tant que nouveau vice-président des ventes, fort d'un CV affichant 3 startups technologiques différentes, et un MBA de Northwestern. Costume Armani sur mesure, jargon à la mode sur la perturbation des modèles traditionnels de services financiers. Et en 6 mois. Il ne m'a pas accompagné une seule fois lors d'un rendez-vous client. 3 semaines et 4 jours après son entrée en fonction, il a mis en place une nouvelle structure de commission, qui a réduit mes gains de 28%. Selon lui, cela devait encourager l'acquisition de nouveaux clients, plutôt que le simple maintien des comptes existants. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais j'avais confiance dans le jugement d'Harrison. Les signes étaient pourtant évidents, une fois que j'y ai repensé avec les idées claires. La 2e semaine de juillet, mon bureau d'angle a été déplacé dans un box, à l'occasion de rénovations qui, curieusement, n'ont affecté l'espace de travail de personne d'autre. Le 29 juillet, mon nom a disparu des invitations aux réunions hebdomadaires sur le pipeline de vente, sans aucune explication. Le 15 août, Michel a été réaffecté auprès de Tyler, via une note de service concernant l'optimisation des ressources administratives. Le 3 septembre, les demandes de déplacement ont commencé à exiger l'approbation personnelle de Tyler, ce qui ajoutait 3 jours de délai à chaque visite client. À partir d'octobre, mes notes de frais me sont revenues avec des questions tatillonnes. Sur chaque reçu de déjeuner, chaque dîner client, et chaque séjour à l'hôtel. Dépassant le niveau d'un Marriott Courtyard. Le premier véritable affrontement a eu lieu lors de notre revue du 3e trimestre, le 12 octobre, soit exactement 3 mois et 9 jours après que Tyler a pris la direction des opérations de vente. Il avait préparé une
Présentation PowerPoint, entièrement centrée sur mes performances. Ton taux d'acquisition de clients est complètement au point mort, a déclaré Tyler, en cliquant sur un graphique montrant que je n'avais ajouté que des hertz Solar. Soit 480 000 $ par an, au cours de ce trimestre. Pendant ce temps, le développement de nouvelles affaires dans le secteur est en hausse de 23%. C'est parce que je me concentre sur l'expansion de nos relations existantes. Ai-je expliqué calmement. Le contrat de Grayson vient de passer de 1,8 million à 3,4 millions lorsqu'ils se sont développés dans le Nevada. Summit Property a renouvelé par anticipation à 2,8 millions de $, au lieu de leurs 2,1 millions précédents. Ces augmentations représentent 2,3 millions de $ de revenus supplémentaires. L'avenir réside dans l'acquisition de nouveaux clients, a rétorqué Tyler, en passant à sa diapositive suivante intitulée « Mentalité chasseur contre fermier ». Nous avons besoin de chasseurs qui apportent de nouveaux comptes, pas de fermiers qui cultivent les mêmes clients. D'année en année. 2 semaines après cette réunion, Michel vidait son bureau. « Je suis désolé, Blake », a-t-elle chuchoté en passant devant mon box avec un carton à la main. Tyler a dit que j'étais trop attaché aux anciens processus, et qu'il me fallait adopter de nouvelles méthodologies. Je l'ai aidé à porter ses affaires jusqu'au parking. 6 ans de collaboration, et elle s'en allait. Simplement parce que Tyler voulait installer ses propres hommes. Le 15 novembre, Tyler a embauché Alicia Santos, 27 ans, titulaire d'un MBA de l'ASU, fraîchement arrivée d'une start-up de technologie financière appelée NextGen Capital, qui avait fait faillite après 18 mois d'activité. Au cours de sa 2e semaine, elle a été désignée pour se joindre à moi lors de mon appel du 28 novembre avec Lucas Grayson. Aucune explication, aucune présentation formelle de la part de Tyler, juste un email reçu à 16h30 la veille, Alicia observera les interactions avec les clients pour apprendre nos processus, ainsi que nos techniques de gestion des relations. La réunion sur Teams avec Lucas était prévue à 10h, afin de discuter des performances du 4e trimestre, et de la planification pour 2024. J'ai présenté Alicia comme une collègue en phase d'apprentissage des besoins de nos clients en logistique. Elle a passé l'appel de 40 minutes à prendre des notes, tout en posant des questions qui révélaient qu'elle ne comprenait absolument pas les bases du financement de la chaîne d'approvisionnement. Lucas s'en est rendu compte immédiatement. Après avoir raccroché, il m'a envoyé un SMS à 15h47. Qui est la nouvelle titulaire de MBA? Tu formes ton remplaçant? Elle a demandé. Ce que signifiait le fret LTL. J'ai minimisé la chose avec humour par SMS. Nous élargissons simplement l'équipe, en apportant de jeunes talents. Rien d'inquiétant. Pourtant, en rentrant chez moi par la LOP 101 ce soir-là, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Le genre de certitude qui vient de 8 années passées à analyser les salles de conseil, les conférences téléphoniques, et les micro-expressions des clients. Quelque chose n'allait pas. Le calendrier était trop précis, les changements trop systématiques. J'aurais dû faire confiance à mon instinct bien plus tôt. Le mardi 12 décembre, soit exactement 6 mois et 9 jours après l'arrivée de Tyler, j'ai été licencié à 15h30, dans la salle de conférence B, au 18e étage. La pièce même où j'avais signé ma promotion au poste de directeur principal des comptes, 3 ans auparavant. Nous restructurons autour de jeunes talents. Blake. Tu es dehors, avait dit Tyler, en faisant glisser les documents de licenciement sur la table de conférence vernie. Cette décision vient du conseil d'administration. Rien de personnel. J'ai lu les documents calmement. Licenciement sans motif, avec effet immédiat. 2 semaines d'indemnité de départ, plus les congés accumulés. Des accords de confidentialité standard. J'ai signé là où c'était indiqué, j'ai remercié Tyler pour cette opportunité, et je suis parti sans broncher. À présent, j'étais assis dans ma cuisine vide, le
Carton posé sur le comptoir, essayant de digérer 8 années de ma vie professionnelle réduite à des objets personnels, et à un dossier de contact client que j'avais conservé à l'écart des registres de l'entreprise. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai relu mon contrat de travail, en particulier la section 14.3 concernant les restrictions post-emploi. La clause de non-concurrence y figurait bien, mais elle comportait des limites spécifiques, en vertu de la loi de l'Arizona. Une durée d'1 an, applicable uniquement en cas de démission volontaire, ou de licenciement pour motif grave. Or, j'avais été licencié sans motif réel et sérieux. Selon les lois révisées de l'Arizona, article 23 à 494, il n'existait aucun obstacle juridique à concurrencer un ancien employeur, dans des conditions de licenciement injustifiées. Mon téléphone a vibré à 17h23. C'était de nouveau Lucas, Fleming confirmé pour vendredi à 19h. Hâte de discuter du renouvellement de Grayson. Notre engagement de 3,4 millions de dollars dépend du maintien de notre niveau de service actuel et d'une attention personnalisée. J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes. Lucas représentait 3,4 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel chez Meridian. Son entreprise était avec moi depuis 6 ans au total, 3 chez Pinacle Financial avant que je ne rejoigne Meridian, et 3 ici. Près d'une décennie de confiance bâtie sur un taux de livraison à temps de 97%, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une assiduité irréprochable à chaque revue trimestrielle. Et il n'était pas le seul. Derek Martinez chez Summit Property, représentant 2,8 millions de dollars par an, était une relation de 4 ans développée à partir de leur compte de 900 000 dollars initial. Patricia Wells chez Verde Energy, 1,9 millions de dollars, était une relation de 3 ans qui avait débuté lorsqu'elle était directrice financière d'une plus petite entreprise d'énergie renouvelable. Combiné avec Lucas, ainsi qu'avec 4 autres comptes à long terme plus modestes, il représentait exactement 8,87 millions de dollars de contrats, tous arrivant à échéance entre le 20 décembre et le 31 janvier. Tous traités exclusivement avec moi. Ils avaient mon numéro de portable personnel et connaissaient ma situation familiale. Aucun n'avait jamais travaillé directement avec l'équipe dirigeante de Meridian, ni avec l'approche d'optimisation des processus prônée par Tyler. J'ai pris une décision qui allait tout redéfinir. Je n'appellerai personne ce soir-là. Je n'enverrai pas de mail de colère, et je ne proférerai aucune menace. Je dormirai là-dessus. Je me réveillerai les idées claires, et je passerai exactement 3 coups de téléphone le mercredi matin. Non pas pour me plaindre ou me défouler, mais simplement pour informer mes 3 principaux clients que je ne faisais plus partie de Meridian. Date d'effet, le 12 décembre, à 15h30. Le reste se ferait tout seul. Le mercredi matin 13 décembre, j'ai passé mon premier appel à 8h30 précise. Depuis mon bureau à domicile. Lucas, c'est Blake. Je ne fais plus partie d'eux. Meridian depuis hier, 15h30. Je voulais que tu la prennes directement par moi, avant que quelqu'un d'autre ne te contacte. Sa réaction a été immédiate. Et inquiète, qu'est-ce qui s'est passé? Un désaccord? Qui gère notre compte? Maintenant? Tyler Brennan va probablement te contacter aujourd'hui ou demain. Ou peut-être Alicia Santos, la diplômée du MBA de notre réunion du 28 novembre. Un long silence s'est installé. Je l'entendais taper sur son clavier, probablement pour ouvrir les détails de notre dossier. Cette femme, qui ne connaissait pas nos exigences logistiques saisonnières, Blake? Elle a demandé ce que signifiait le fret LTL, et si nous gérions notre propre entreposage. Ce sont des notions élémentaires. C'est tout ce que je peux te dire sur la transition. Pour le reste, la décision te revient, en tant que PDG de Grayson.
Deuxième appel à 9h15, Derek Martinez chez Summit Property. Même conversation, même inquiétude. Son souci immédiat, qui est au courant de notre expansion du premier trimestre à Tucson? Le calendrier des travaux. De 847 000 $ et les exigences réglementaires pour le projet du comté de Pima? Il faudra que tu briefes la personne que Tyler affectera à ton compte. Ai-je répondu. Toutes ces informations se trouvent dans les dossiers de Meridian. Troisième appel à 10h, Patricia Wells chez Verde Energy. C'est soudain, Blake. Quel est le plan de transition pour notre conformité sur les certificats d'énergie renouvelable? Le rapport du quatrième trimestre doit être déposé pour le 15 janvier, et nous avons le renouvellement du contrat municipal de Phoenix en cours. Il n'y en a pas. J'ai été licencié hier à 15h30, avec effet immédiat, sans aucune transition de prévue pour un compte de 1,9 million de dollars aux exigences réglementaires complexes. Ce n'est pas une gestion de clientèle professionnelle. Dès le mercredi midi, mon iPhone personnel vibrait toutes les 15 minutes. Les nouvelles vont vite dans la communauté des services financiers de l'Arizona, un milieu plus restreint que ce que la plupart des gens imaginent. D'autres clients l'avaient appris par différents canaux. Le directeur financier de Phoenix Manufacturing m'a appelé. Le PDG de Desert Holdings a laissé un message vocal. Même les plus petits comptes, avec des contrats annuels de 200 000 et 300 000 $, m'appelaient pour comprendre ce qui s'était passé, et ce que cela signifiait pour leur service. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie, mais j'ai écouté attentivement chaque message. Le constat était clair, confusion, inquiétude, et des questions sur la continuité auxquelles personne chez Meridian n'était en mesure de répondre. À 14h, je me suis rendu au centre-ville, au Wells Fargo Center, pour rencontrer Laurence Chen, associée principale chez Chen & Associates, cabinet spécialisé en droit du travail. J'avais aidé sa fille, Jennifer, à obtenir un prêt SBA de 180 000 $ pour son restaurant vietnamien, le Saigon Kitchen, en 2021. Il me devait une faveur, et avait accepté d'examiner ma situation à titre gracieux. Ils ne peuvent pas t'empêcher de travailler en vertu du droit du travail de l'Arizona, m'a confirmé Laurence, après avoir passé 37 minutes à éplucher mes documents de licenciement, et à vérifier les lois applicables. L'article 23 à 494 protège explicitement les employés licenciés de manière abusive contre l'application des clauses de non-concurrence. Cependant, ils essaieront d'intimider tes clients pour éviter qu'ils ne te suivent. Prépare-toi à cela. Quel genre d'intimidation, ai-je demandé? Des accusations de violation de confidentialité, ou des réclamations pour ingérence préjudiciable. Ils menaceront d'engager des poursuites judiciaires qu'ils ne peuvent pas gagner, en espérant effrayer les clients pour les forcer à rester. Ce sont des tactiques d'intimidation d'entreprise tout à fait classiques. À 16h, comme l'avait prédit Laurence, le service juridique de Meridian m'a envoyé un email contenant un rappel formel concernant mes obligations de confidentialité continue, conformément à l'article 12.1 de mon contrat de travail, et aux lois sur les secrets commerciaux de l'Arizona. À 17h, Tyler m'a envoyé un SMS depuis son numéro personnel, discutons de tes indemnités de départ. Une réunion du conseil d'administration est prévue demain matin. Il y a peut-être de la marge pour une compensation substantielle de consultants. Trop tard pour négocier. À 17h30, mon téléphone a sonné avec une nouvelle qui allait tout changer. Lucas venait de terminer un appel de 43 minutes avec Harrison Wade et Tyler Brennan. Il lui avait promis une continuité fluide, en l'assurant qu'Alicia gérerait tout personnellement sous la supervision directe de Tyler. Ensuite, il lui avait proposé une remise de 17% sur le renouvellement, faisant passer le contrat de 3,4 millions à 2,8 millions de dollars, afin de prouver l'engagement de Meridian envers leur relation.
Qu'est-ce que tu leur as dit, ai-je demandé. Que j'allais examiner l'offre. Attentivement, a répondu Lucas. Mais en réalité, Blake, j'ai déjà envoyé un préavis officiel pour résilier notre contrat au 15 janvier, en invoquant des changements importants dans la gestion des relations, conformément à la section 8.3 de notre contrat de service. Cette offre de réduction a plutôt empiré les choses. Cela m'a prouvé qu'il pense que le prix compte plus que la qualité du service. Derek Martinez a appelé à 18h47. Même conversation avec Meridian, même approche de réduction de prix, et même résultat. Ils ont proposé une remise de 15% si nous nous engagions sur 2 ans au lieu d'un. Je leur ai dit que nous allions y réfléchir, mais j'ai déjà envoyé mon préavis de résiliation. Le prix n'était pas le problème. Patricia Wells a appelé à 19h23. 3 sur 3. Ils ont envoyé cette jeune femme pour m'expliquer comment elle gérerait notre conformité en matière d'énergie renouvelable. Elle ne connaissait même pas la différence entre les REC. Je les ai remerciés poliment, et j'ai résilié notre contrat 1 heure plus tard. Ce soir-là, assis dans ma cuisine, j'ai calculé les pertes immédiates, 3,4 M plus 2,8 M plus 1,9 million de dollars équivalait à 8,1 millions de dollars de pertes fermes pour Meridian. But Lucas avait mentionné un autre détail lors de notre appel, suggérant que l'effet domino ne faisait que commencer. Derek et Patricia envoient également leur préavis de résiliation. Nous nous sommes parlé après que Meridian nous a contactés. On dirait bien qu'ils nous ont servi le même script à tous les trois. L'offre de réduction, la promesse d'un service amélioré, et l'assurance que ton dossier était transféré à un niveau d'attention plus corporate. Jeudi matin, 14 décembre. 6 entreprises de mon portefeuille avaient désormais envoyé un préavis officiel de résiliation à Meridian. Michel m'a envoyé un SMS. Depuis son téléphone personnel, à 11h37, c'est le chaos le plus total ici. Tyler t'accuse de détournement de clientèle, en disant que tu violes la clause de non-concurrence. Harrison demande pourquoi personne n'a rien vu venir. Une réunion d'urgence du conseil d'administration est convoquée à 14h aujourd'hui. La perte totale s'élevait à 8,87 millions de dollars de contrat annuel, soit plus d'un quart de tout le chiffre d'affaires de Meridian. Et ce n'était que le deuxième jour. Mon téléphone a sonné à 14h17, le vendredi 15 décembre. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô, Blake Morrison à l'appareil. Richard Sterling, de chez Sterling & Associates. J'ai cru comprendre que vous étiez disponible, et plusieurs de nos contacts communs font un éloge formidable de votre travail. Lucas Grayson m'a spécifiquement conseillé de vous appeler. Sans attendre. J'écoutais alors avec une attention maximale. Un poste de vice-président senior, un salaire de base de 185 000 $, assorti de commission non plafonnée, avec une autonomie totale sur vos relations clients. Et une possibilité d'association au capital après 12 mois. Nous sommes un cabinet boutique, nous ne cherchons pas à être les plus grands, simplement les meilleurs. Quand aimeriez-vous commencer? Lundi matin, ai-je répondu sans la moindre hésitation. J'ai accepté sur le champ. Non pas par désespoir ou pression financière, mais parce que c'était exactement ce que je recherchais. Du respect, de l'autonomie, et la reconnaissance de la valeur que j'apportais. Sterling & Associates existait depuis 12 ans, et s'était forgé une réputation basée sur un service relationnel solide, plutôt que sur le volume des transactions, ou sur l'optimisation des processus d'entreprise. 7. Après-midi là, à 16h23, Tyler m'a envoyé un nouveau SMS, le conseil d'administration a validé un plan de rétention complet, maintien de ton plein salaire, soit 147 000 $ pour 8 mois, plus 2500 options d'achat. D'actions à acquisition immédiate. Aide-nous simplement à transférer tes comptes à Alicia, et à intégrer notre nouveau modèle de service corporate. Je n'ai pas répondu.
Il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient eu 8 ans pour apprécier à sa juste valeur ce que j'avais bâti. Désormais, ils se démenaient pour y mettre un prix, après avoir regardé 8,87 millions de dollars de revenus annuels s'envoler en seulement 3 jours. Trop peu, et bien trop tard. Après 2 semaines dans mes nouvelles fonctions chez Sterling & Associates. Le mardi 28 décembre, à 15h17, Michel m'a appelé depuis son téléphone portable personnel. Elle chuchotait, s'efforçant visiblement de ne pas être entendue. Blake, tu dois savoir ce qui s'est réellement passé. Je m'occupe encore du nettoyage de l'étage de la direction, je classe les papiers de Harrison, et j'organise les procès-verbaux des réunions du conseil. J'ai vu passer des documents, et j'ai surpris des conférences téléphoniques. Est-ce que tu peux me retrouver au Copperstar Coffee sur Camelback? Ce n'est pas prudent d'en parler par téléphone. J'étais assis dans le nouveau bureau d'angle 2. Sterling, au 22e étage, avec une vue sur la montagne Camelback bien plus spectaculaire que tout ce que j'avais connu chez Meridian. Et j'ai écouté tandis que 8 années d'histoire se réorganisaient en un tableau beaucoup plus clair. Mais aussi bien plus sinistre. Il prévoyait de vendre le cabinet, m'a expliqué Michel, en faisant glisser une pochette en carton Kraft sur la table du café. Apollo Stratégique Capital a fait une offre d'acquisition le 18 septembre, soit exactement 3 mois et 6 jours avant qu'il ne te licencie. J'ai imprimé ces documents depuis la boîte email d'Harrison, juste avant de perdre mes accès au dossier de la direction. Elle m'a montré des impressions de fil de discussion par email entre Harrison Wade et un certain Marcus Chen, directeur des acquisitions chez Apollo Stratégique Capital. L'offre initiale était détaillée, 47,3 millions de dollars pour une acquisition totale, mais avec des conditions spécifiques qui m'ont soulevé le cœur. Regarde la condition numéro 4, a dit Michel, en pointant du doigt un paragraphe surligné. Apollo Stratégique exige l'intégration des relations avec les clients majeurs existants dans l'infrastructure de gestion de portefeuille d'Apollo. Le vendeur doit transférer les relations des comptes clés aux gestionnaires désignés par Apollo avant la clôture. Les flux de revenus dépendants des relations personnelles représentent un risque d'acquisition inacceptable. Les pièces du puzzle se sont emboîtées comme lors d'un audit financier, s'équilibrant enfin après des mois d'incohérence. Tyler n'avait pas été embauché pour développer les ventes, améliorer les performances, ou mettre en œuvre de nouvelles méthodologies. On l'avait fait venir pour détacher systématiquement les comptes majeurs de ma personne, afin d'en faire des actifs de l'entreprise, plutôt que des relations personnelles liées à un seul cadre. Mon licenciement n'avait rien à voir avec mes performances, ou mon attitude. C'était simplement une préparation pour répondre aux exigences d'acquisition d'Apollo. Comment sais-tu tout cela, ai-je demandé. Je sers de renfort administratif à Harrison depuis novembre, lorsque son assistante habituelle est tombée malade. Je gère son calendrier, je classe ses emails, et je retranscris ses notes de réunion enregistrées. Hier, j'ai vu la communication finale d'Apollo. Elle a sorti une autre feuille imprimée, datée du 20 décembre 2023. Soit 8 jours après mon départ, compte tenu de la défection importante de clients suite au licenciement de Blake Morrison, Apollo Stratégique retire son offre d'acquisition. La nature de la base de revenus de Meridian, fortement dépendante des relations individuelles, représente un facteur de risque inacceptable pour notre modèle d'investissement. Nous exigeons des flux de revenus basés sur des actifs, et non des relations clients dépendantes d'une personnalité. Apollo s'était retiré le jour de paie de 47,3 millions de dollars de Meridian était bel et bien mort, tout cela à cause de 3 appels téléphoniques que j'avais passés le 13 décembre. Après notre rendez-vous au café, je suis rentré chez moi, et j'ai passé des appels que je repoussais depuis un moment. J'avais besoin de comprendre l'étendue exacte des démarches d'audit qu'Apollo avait menées auprès de mes clients. Lucas,
Je dois te poser une question précise sur les 4 derniers. Moi. Est-ce que Meridian a essayé de te présenter à quelqu'un d'Apollo? Stratégique Capital? Un silence. Comment es-tu au courant pour Thomas? Ah. Thomas. Thomas Reed. Il est venu à notre revue commerciale trimestrielle d'octobre, dans nos bureaux de Phoenix. Harrison l'a présenté comme un conseiller sectoriel stratégique, qui étudiait les tendances de la logistique dans le Sud-Ouest. Il a posé des questions détaillées sur nos projections de croissance à 5 ans, nos préférences en matière de gestion de la relation, et ce que nous apprécions le plus chez un partenaire de services financiers. Mon estomac s'est noué, à mesure que le schéma devenait limpide. Quel genre de questions précises? Par exemple, si nous serions à l'aise de travailler avec plusieurs gestionnaires de compte au lieu d'un seul contact principal, ou comment nous réagirions à des processus d'entreprise rationalisés par rapport à un service personnalisé. Thomas a dit que c'était une étude de marché pour améliorer l'expérience client dans le secteur, mais ces questions étaient étrangement ciblées sur la structure de notre compte. J'ai ensuite appelé Derek Martinez. Même histoire, mais avec une approche tactique légèrement différente. Thomas Reed avait assisté au dîner annuel de remerciement des clients de Summit Property, en septembre, à l'Arizona. Biltmore. Il semblait en savoir beaucoup sur leur entreprise avant même d'arriver. Derek m'a dit qu'il lui avait demandé s'ils envisageraient un jour de travailler avec un prestataire de services financiers plus grand, plus institutionnalisé. Il voulait savoir comment ils prenaient leurs décisions lorsqu'il s'agissait de changer de fournisseur. Chez Patricia Wells, à Verde Energy, Thomas s'était joint à leur séance de consultation d'où sur la conformité en matière d'énergie renouvelable, prétendument pour étudier le secteur, afin d'aider Meridian à mieux servir ses clients de l'énergie. Cependant, la plupart de ces questions portaient sur nos préférences de gestion de compte et nos processus internes de décision. Quel degré d'autonomie avais-je? Qui d'autre participait à la sélection des fournisseurs? Qu'est-ce qui nous inciterait à changer de prestataire? Le schéma était indéniable. Pendant 4 mois, d'août à novembre 2023, Apollo Stratégique avait mené des audits approfondis sur mes clients, qui n'étaient en rien des études de marché ou des analyses sectorielles, mais bel et bien des évaluations relationnelles et des études de faisabilité de transition. Ils essayaient de déterminer quels comptes pouvaient être transférés à leurs propres gestionnaires institutionnels après l'acquisition, et lesquels dépendaient trop de leurs relations personnelles avec moi. J'étais l'obstacle qu'ils ne pouvaient pas surmonter par une simple optimisation des processus d'entreprise. Alors, Tyler m'a tout simplement retiré de l'équation. 3 semaines après avoir rejoint Sterling, le 18 janvier 2024, j'ai reçu une invitation officielle gravée, pour intervenir lors de la conférence des services financiers du Sud-Ouest, au Four Seasons de Scottsdale. Le thème de la table ronde, bâtir la fidélité des clients à l'ère du numérique. L'ironie de la situation n'a échappé à personne parmi ceux qui connaissaient mon histoire. J'ai accepté l'invitation, non pas par ego ou pour obtenir une réhabilitation publique, mais parce que je savais exactement qui se trouverait dans le public. Des pairs du secteur, des clients potentiels, et surtout, l'équipe de direction restante de Meridian. Harrison ne manquait jamais cette conférence, qu'il utilisait pour le réseautage et le développement des affaires. Tyler y serait probablement aussi, s'il avait encore son poste. Sterling m'avait fourni des ressources que Meridian ne m'avait jamais offertes. 2 analystes dédiés, Jennifer Park et Michael Rodriguez, en plus d'un soutien marketing et, surtout, d'opportunités d'association au capital. Chaque client que j'apportais ne représentait pas seulement des commissions, c'était la construction de quelque chose dont je possédais une part. J'ai passé 3 semaines à préparer ma présentation pour la conférence, en évitant les diapositives tape à accent grave-l'œil, ou les anecdotes répétées, pour me concentrer
uniquement sur des données concrètes. En travaillant le soir avec Jennifer et Michael, j'ai compilé les indicateurs de performance détaillés de chaque client qui m'avait suivi de Meridian à Sterling. Les résultats étaient incontestables et s'avéraient dévastateurs pour le discours officiel de Meridian. Le délai moyen de réponse du service avait diminué de 52% dans les 30 jours suivant le transfert. Les coûts d'intégration des nouveaux services avaient chuté de 31% grâce à des processus rationalisés. Les scores de satisfaction client avaient grimpé de 24 points dans tous les domaines, selon les enquêtes standardisées du secteur. Le chiffre d'affaires par client avait augmenté de 18% en moyenne, dans les 60 jours suivant le changement de prestataire. Il ne s'agissait nullement d'une simple loyauté personnelle, ou d'un comportement vindicatif des clients. C'était une question d'amélioration mesurable de la qualité du service, prouvant que les services financiers basés sur le relationnel offraient de bien meilleurs résultats que l'optimisation des processus d'entreprise. Le matin du 18 janvier, j'ai relu ma présentation une dernière fois, dans ma suite aux Four Seasons. Pas de révélation théâtrale, pas de nom cité. Inutilement, juste des faits, des résultats, et une analyse professionnelle. Un contenu dévastateur par sa rigueur technique, plutôt que par l'émotion. En entrant dans la grande salle de bal à 9 h, j'ai immédiatement repéré Harrison. Il discutait en aparté avec 2 membres du conseil d'administration, Patricia Thornton et James Kellerman, près du comptoir à café. Son visage s'est crispé lorsqu'il m'a aperçu à l'autre bout de la pièce. Tyler était là également. Debout, seul à côté de la table d'inscription, les yeux rivés sur son téléphone. Il semblait avoir perdu du poids, et donnait l'impression de mal dormir. J'ai adressé un signe de tête poli à Harrison, puis je me suis dirigé vers la table des intervenants. J'ai trouvé mon chevalet de table, placé entre des conférenciers de chez Wells Fargo et Bank of America. Le programme de l'événement indiquait 347 participants inscrits. La moitié de l'industrie des services financiers de l'Arizona se trouvait dans cette pièce. La table ronde a débuté par des questions classiques sur les tendances du marché et la transition numérique. Lorsque mon tour est venu d'aborder les stratégies de fidélisation de la clientèle, j'ai parlé sans détour de ce que les clients appréciaient réellement dans les services financiers modernes. À une époque où tout est automatisé et numérisé, la responsabilité personnelle est devenue la denrée la plus rare dans nos métiers, ai-je déclaré, en affichant ma première diapositive de données. Les entreprises commettent souvent l'erreur de confondre les relations clients avec des actifs de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Ce sont des accords de confiance entre des individus, qui exigent un renforcement constant par des performances régulières. J'ai présenté mes données comparatives sans jamais mentionner Meridian par son nom. Il s'agissait simplement d'études de cas étiquetées l'entreprise A et entreprise B, affichant des indicateurs de performance clairs. Cependant, quiconque disposait d'une connaissance du secteur dans cette pièce savait exactement ce qu'il avait sous les yeux. Analyse d'études de cas, 7. Compte majeur transféré de l'entreprise A à l'entreprise B, en décembre 2023. En l'espace de 30 jours, les temps de réponse moyens se sont améliorés de 52%. Les coûts de mise en œuvre ont diminué de 31%. La satisfaction des clients a augmenté de 24 points sur les enquêtes standardisées du secteur. Des murmures ont parcouru l'assemblée. J'ai vu Harrison se pencher en avant sur son siège pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Patricia Thornton. La leçon ne porte pas sur des plans de rétention ou sur des obligations contractuelles. Ai-je poursuivi, en passant à ma dernière diapositive d'analyse. Il s'agit de comprendre que lorsque vous traitez les gestionnaires de clientèle comme des ressources interchangeables, les clients se chargent de vous démontrer à quel point cette hypothèse est fausse. Le marché est d'une efficacité redoutable pour corriger les erreurs de calcul stratégique. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme au 3e rang, Jenny Martinez de chez Desert Financial,
a posé la question que tout le monde avait en tête. Mais que personne n'avait osé exprimer, Monsieur Morrison. Votre récent passage de Meridian Financial à Sterling & Associates, accompagné de plusieurs clients majeurs, n'est-il pas précisément le scénario que redoutent les entreprises lorsqu'elles envisagent l'autonomie des gestionnaires de clientèle? Comment répondez-vous à l'argument selon lequel vous auriez, en quelque sorte, pris en otage ces relations clients? Un silence total s'est installé dans la salle, 347 personnes retenant leur souffle, les tasses de café suspendues à mi-chemin des lèvres. Je sentais le regard d'Harrison me transpercer depuis le rangier. Tyler avait complètement cessé de regarder son téléphone. C'est une excellente question, Jenny, ai-je répondu, ma voix résonnant clairement grâce au micro sans fil. Mais considérez plutôt la perspective inverse. Ces clients ne m'ont pas suivi par simple attachement affectif, ou par loyauté aveugle. Ils m'ont suivi parce que leurs besoins en matière de service étaient systématiquement mieux satisfaits par mon approche de la gestion de la relation, une approche que mon ancien employeur a jugé bon de ne plus aligner sur sa direction stratégique. J'ai fait une pause, en établissant un contact visuel bref mais direct avec Harrison, de l'autre côté de la salle. Chaque entreprise a le droit de modifier son orientation stratégique. Et chaque client a le droit de décider si cette nouvelle orientation sert ses intérêts commerciaux. Lorsque l'entreprise a mis fin à mon contrat pour faciliter une acquisition stratégique par Apollo Strategic Capital. Oui, je suis parfaitement au courant du projet d'acquisition, ils ont pris une décision commerciale calculée, en fonction de leurs propres priorités. Des exclamations de surprise ont retenti dans l'assistance. Je venais de nommer Apollo publiquement. Le visage de Harrison était devenu livide. Le marché a répondu par son propre calcul. L'acquéreur a retiré son offre de 47,3 millions de dollars en l'espace de 8 jours, invoquant le risque lié à la dépendance relationnelle des comptes. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté de 23% au cours du mois suivant. Il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, ou d'un comportement mesquin. C'est simplement l'efficacité du marché qui vient corriger une erreur d'évaluation stratégique. La salle de bal a éclaté en chuchotements et en conversations animées. Le modérateur de la table ronde, David Chen du Phoenix Business Journal, semblait stupéfait, n'ayant visiblement pas anticipé un tel niveau de révélation. Une fois la table ronde terminée, le public ne s'est pas dispensé vers le cocktail de réseautage. Au contraire, des groupes de personnes se sont approchés directement de moi. 3 autres anciens clients de Meridian se sont présentés, manifestant leur intérêt pour les services de Sterling. À la fin de cette journée de conférence, Sterling avait signé des lettres d'intention avec des nouveaux comptes, représentant 4,6 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel au total. Harrison ne s'est pas approché de moi pendant les moments d'échange, mais alors que je quittais la salle de bal à 16h47, Tyler m'a intercepté près des portes de sortie. Blake, est-ce qu'on peut se parler une minute? Nous n'avons rien à nous dire, Tyler. Je n'étais pas au courant. Pour Apollo quand je t'ai licencié. Harrison ne m'a jamais dit la véritable raison de ton renvoi. Je pensais vraiment que c'était lié à tes indicateurs de performance, et au développement de nouvelles affaires. Je me suis arrêté, et je l'ai regardé en face pour la première fois en 6 semaines. Il semblait effectivement plus mince, fatigué, comme s'il manquait cruellement de sommeil. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu me racontes ça, ai-je demandé. Parce que j'ai été licencié le 12 janvier. Dans la même salle de conférence, autour de la même table où je t'ai licencié. Harrison m'a dit que j'avais rempli mon objectif principal, mais que je ne correspondais plus à la culture d'entreprise requise pour la suite des opérations. J'ai observé l'expression de Tyler. Il semblait sincèrement
Ébranlés, dénués de toute intention manipulatrice. Ils se sont servis de moi. Pour te virer, puis ils m'ont viré pour l'avoir fait, a-t-il poursuivi. Alicia Santos est restée jusqu'au 8 janvier. Michel a été remercié le 22 décembre. La moitié du personnel est parti. Il ne reste presque plus personne. De ton époque. Je suis désolé pour ce qui t'arrive, ai-je dit. Sincèrement. Est-ce que vous embauchez chez Sterling? Je sais que je ne mérite aucune considération, mais j'ai besoin de travailler. Et j'ai appris des leçons douloureuses concernant la loyauté en entreprise. Je vais te mettre en contact direct avec Richard Sterling, mais Tyler, pas de vague cette fois. Pas de stratégie de disruption, ni de jargon sur l'optimisation des processus. Juste de la création de relations sincères, et du service client. Il a acquiescé d'un air grave, juste du travail honnête. J'ai compris, désormais. Ce soir-là, en consultant le Phoenix Business Journal en ligne, j'ai vu ce titre. Meridian Financial annonce une restructuration majeure suite à des défections de clients. L'article détaillait le départ de Tyler de son poste de vice-président des ventes, ainsi que d'importantes réductions d'effectifs dans les services clients et l'administration. Leur action, négociée sur le Nasdaq sous le symbole MRDN, avait chuté de 23% depuis le 12 décembre, passant de 34,50 $ à 26,55 $ la part. Le 15 février, en passant devant l'immeuble de Meridian sur Central Avenue pour me rendre à un rendez-vous client de Sterling, j'ai remarqué un détail qui confirmait l'ampleur de leur effondrement. La grande enseigne lumineuse Meridian Financial au 18e étage avait totalement disparu. Il ne restait que les supports de fixation vides sur la façade vitrée. Michel m'a envoyé un SMS ce même soir, le gestionnaire de l'immeuble a confirmé l'information aujourd'hui. Meridian a libéré les 17e et 18e étages, pour tout regrouper au 14e et 15e. Cette réduction de bail leur permet d'économiser 47 000 $ par mois, mais ils ont dû payer une pénalité de résiliation anticipée de 180 000 $ aux propriétaires. La manifestation physique de leur déclin devenue visible pour tout le monde, au cœur du quartier financier de Phoenix. Une entreprise qui avait occupé les deux derniers étages prestigieux de la centrale Phoenix Tower pendant 4 ans se retrouvait à présent à l'étroit sur 2 étages inférieurs. La salle de conférence de la direction où Tyler m'avait licencié, la salle B au 18e étage, était désormais un espace vide proposé à la location pour de futurs locataires. Le 12 juin 2024, soit 6 mois après mon licenciement, je me tenais dans la plus grande salle de conférence de Sterling, entouré de mon équipe et des associés principaux du cabinet. Sur l'écran mural derrière moi, une unique diapositive affichait nos résultats du premier semestre, 18,2 millions de $ de nouvelles affaires générées depuis le 1er janvier, dont 73% provenaient d'anciens clients de chez Meridian. Richard Sterling lui-même a levé sa coupe de champagne en portant un toast à « la meilleure acquisition que nous ayons jamais réalisée », sans avoir eu besoin de racheter d'entreprise ni de payer la moindre prime. Des rires polis ont résonné dans la pièce. J'ai souri, mais je ne me suis pas associé à l'effervescence de la fête. Il ne s'agissait pas d'une victoire personnelle à mes yeux. C'était la validation d'un principe fondamental que j'avais passé 8 ans à démontrer: les relations authentiques suivent les personnes compétentes, et non les stratégies d'entreprise ou la fidélité à une marque. Mon téléphone a vibré, signalant une alerte info. Le PDG de Meridian Financial, Harrison Wade, annonce sa démission face aux difficultés persistantes de chiffre d'affaires, et suite à l'échec du projet d'acquisition. J'ai glissé l'appareil dans ma poche sans partager la nouvelle avec quiconque. Certaines victoires n'ont besoin ni de public, ni de commentaires. Plus tard cet après-midi-là, mon assistante m'a remis une enveloppe FedEx portant la mention personnelle et confidentielle. À l'intérieur, se trouvait un mot manuscrit, rédigé sur le papier à en-tête personnel de Harrison Wade: Blake, tu avais raison.
Sur toute la ligne. J'ai fait passer l'opportunité d'une transaction financière. Avant les relations clients et la loyauté envers les collaborateurs. Cela a coûté cher à l'entreprise, a privé 47 personnes formidables de leur emploi, et m'a coûté tout ce que j'avais bâti. Si tu acceptes un jour de prendre un café, j'apprécierais d'avoir l'occasion de te présenter mes excuses en personne, et de te demander conseil sur la manière de reconstruire la confiance dans notre secteur. Je sais que je ne mérite pas que tu m'accordes du temps, mais je me permets tout de même de te le demander. Harrison. J'ai plié la note, puis je l'ai glissée dans la poche de ma veste. Peut-être qu'un jour, j'accepterai cette rencontre. Pas encore, mais cela viendra. Ce soir-là, en roulant vers le nord sur la 101 en direction de Scottsdale, je suis de nouveau passé devant la centrale Phoenix Tower. L'immeuble semblait plus petit dans la pénombre du crépuscule, moins imposant que lorsque j'y travaillais. Au 14e étage, je distinguais quelques lumières encore allumées. Sans doute l'équipe d'entretien, ou la sécurité faisant sa ronde. Les 17e et 18e étages, où Méridian dominait autrefois la ligne d'horizon, étaient plongés dans une obscurité totale, vide, dans l'attente de nouveaux locataires. Je n'ai pas ralenti, et je n'ai pas pris de photos. J'ai simplement poursuivi ma route vers la maison, où Sarah préparait le dîner, tandis que Connor s'entraînait probablement à lancer des lancers francs dans l'allée, et que Lily planchait sur ses devoirs d'algèbre, attablés dans la cuisine. Un an jour pour jour après mon licenciement par Tyler, le 12 décembre 2024, j'ai signé les documents officiels faisant de moi un associé à part entière chez Sterling & Associates. L'accord d'association comptait 47 pages de jargon juridique, mais les éléments essentiels se trouvaient à la page 23, une participation de 18,5% au capital du cabinet, assortie de primes de performance. Indexée sur les taux de rétention, et les scores de satisfaction des clients. Mon portefeuille de clients représentait désormais 21,3 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Sterling & Associates avait connu une croissance de 47% depuis mon arrivée en décembre 2023. Nous avions embauché 6 nouveaux salariés, loué un espace de bureau supplémentaire au 23e étage et consolidé notre réputation en tant que principal cabinet de services financiers basé sur le relationnel en Arizona. J'ai refermé le porte-document en cuir contenant mes papiers d'association, et j'ai regardé à travers la vitre de mon bureau la ligne d'horizon de Phoenix. Les mêmes bâtiments, les mêmes montagnes désertiques au loin, et pourtant, tout le reste avait profondément changé. Sarah est entrée, apportant 2 tasses de café. Mon ancien mug à l'effigie des Wildcat avait été remplacé par un gobelet isotherme de chez Sterling & Associates, que Connor avait fait personnaliser pour la fête des pères, avec l'inscription « Un meilleur papa du monde » gravée sur le côté. Signé et officiel ? A-t-elle demandé, en s'installant sur la chaise en face de mon bureau. J'ai acquiescé, signé et officiel. Associé à part entière, à compter d'aujourd'hui. Elle a scruté mon visage, avec cette expression propre à 19 ans de mariage, et à cette capacité de connaître l'humeur de l'autre mieux qu'il ne la connaît lui-même. Tu n'as pas l'air aussi heureux que ce à quoi je m'attendais. Je pense simplement à ce que je bâtis ici, et à la volonté de faire les choses correctement, cette fois-ci. Veiller à ce que les personnes qui travaillent à mes côtés soient estimées à leur juste valeur. Ce matin-là, j'ai décidé de valider le recrutement de 4 nouveaux gestionnaires de compte, bénéficiant tous de la même structure d'intéressement aux bénéfices que celle que j'avais négociée pour moi-même. Personne ne construirait plus quelque chose de grande valeur chez Sterling pour se le voir confisqué, un jour, au profit d'une opération financière planifiée par d'autres. C'était là ma première décision d'envergure en tant qu'associé. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Lucas Grayson au sujet de l'annonce de mon association. Félicitations pour ta prise de participation. J'ai toujours su que tu finirais par atterrir là où était ta place, plutôt que là où tu te
contentait de travailler. C'est grâce à des clients comme toi, qui ont pris le risque de me suivre, ai-je répondu. Non, a-t-il rectifié aussitôt. C'est parce que tu es quelqu'un qu'on a envie de suivre. Nous avons simplement reconnu ta valeur, et pris une décision commerciale intelligente. Après avoir terminé d'échanger des messages, j'ai pris le cadre argenté posé sur ma console. La photo à l'intérieur montrait notre famille lors du championnat de basket de Connor en mars, pour les finales régionales. J'avais manqué cet événement 3 années de suite, lorsque j'étais chez Meridian. Cette fois, j'avais été présent. Dès le coup d'envoi, je l'avais vu marquer 23 points, réussir le lancer franc décisif de la victoire, et j'étais resté pour fêter cela avec l'équipe autour de pizza. Le programme du récital de piano de Lily était épinglé sur le tableau en liège de mon bureau, 15 juin 2024, la lettre à Élise, interprétée par Lily Morrison. Je m'étais assis au premier rang du centre communautaire, j'avais mis mon téléphone sur silencieux, et j'avais savouré chaque note qu'elle jouait. Après coup, elle s'était précipitée hors de la scène, pour venir m'embrasser en premier, avant même Sarah ou ses grands-parents. Le prix de mon précédent succès chez Meridian avait été beaucoup trop lourd. J'avais fait une bien mauvaise évaluation du retour sur investissement, en mesurant les gains financiers tout en fermant les yeux sur les sacrifices familiaux. J'ai sorti mon agenda, et j'ai fait une démarche que je repoussais depuis déjà 6 mois. J'ai planifié un déjeuner avec Harrison Wade pour mardi prochain, le 17 décembre, au restaurant The Henry, dans le centre-ville de Phoenix. Non pas pour savourer ma supériorité ou remuer de vieux griefs, mais parce que, parfois, la dernière étape pour aller de l'avant consiste à se délester du poids du passé. Pardonner n'avait rien à voir avec le fait de savoir si Harrison le méritait ou non. C'était simplement pour moi le moyen de ne plus porter cette colère. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris mes clés, et je suis sorti rejoindre Sarah et les enfants. Nous avions réservé pour dîner à 19 h. Dans le restaurant de viande préféré de Connor, qu'il avait choisi pour célébrer mon association. Ensuite, Lily avait son cours de violon à 20 h 30, et je lui avais promis de l'emmener, puis de l'attendre pendant toute la durée de sa séance d'1 heure. Certaines pertes ouvrent la voie à de plus belles victoires. Certains incendies consument uniquement ce qui doit disparaître. En quittant les bureaux de Sterling & Associates en qualité d'associé, et non de simple salarié, pour rentrer chez moi pour un dîner en famille, que je ne manquerais. Pour aucune urgence client, je n'avais jamais été aussi convaincu de cette vérité. Le marché avait fait preuve d'une efficacité implacable pour corriger l'erreur d'évaluation stratégique de Meridian. Mais plus important encore, j'avais appris à mesurer le succès d'une toute autre manière. Le chiffre d'affaires par client compte, bien sûr, mais être présent pour encourager les lancers francs de Connor, et écouter le récital de piano de Lily, a tout autant de valeur. Le plus beau des portefeuilles intègre ces deux facettes de la vie. Si vous avez aimé cette histoire, montrant comment la véritable expertise des relations l'emporte sur la cupidité des entreprises, et la manipulation stratégique, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la façon dont Blake a géré la situation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles histoires comme celle-ci, qui parlent de justice, de compétences et de la force des relations professionnelles authentiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour la suivante.